La dette nationale des États-Unis vient de franchir un seuil vertigineux, 40 000 milliards de dollars. Et même si 40 000 milliards, ce n'est qu'un chiffre, en réalité c'est trop énorme pour qu'on puisse seulement l'imaginer, les conséquences de ce chiffre, elles, sont très, très réelles. Car le plus grand danger, ce n'est pas simplement le niveau de la dette américaine. C'est le coût de son financement et ce qui se passera lorsque les investisseurs du monde entier commenceront à exiger des taux d'intérêt plus élevés pour continuer à prêter de l'argent aux États-Unis. Le marché obligataire envoie désormais à Washington un avertissement de plus en plus préoccupant. Et j'ai justement une vidéo complète sur ma chaîne, mise en ligne hier, dans laquelle j'explique en détail ce qui se passe sur le marché obligataire. Alors allez la voir, si vous voulez savoir ce que vous devez connaître. Mais regardons d'abord ce qui se passe réellement. La dette nationale des États-Unis a officiellement dépassé les 40 000 milliards de dollars la semaine dernière, à peine 5 mois après avoir franchi les 39 000 milliards. Le secrétaire au Trésor, Scott Bessent, a tenté de minimiser, en substance, l'importance du seuil des 40 000 milliards de dollars. Il affirme qu'il n'y a rien de magique, c'est son mot, dans ce chiffre, et que l'Amérique peut se sortir de son endettement grâce à la croissance. Enfin, c'est en tout cas l'idée de Bessent. Et techniquement, il a peut-être raison. Un pays ne devient pas insolvable simplement parce que sa dette atteint un chiffre particulièrement rond. Ce qui compte, c'est la relation entre la dette, la croissance économique, les recettes publiques et le coût des intérêts. Et c'est quelque chose qu'il a choisi d'ignorer ou simplement de minimiser. Et c'est là que la situation devient en réalité beaucoup plus préoccupante. Selon le Bureau du budget du Congrès, les coûts nets des intérêts fédéraux devraient dépasser 1 000 milliards de dollars cette année, en 2026, contre 970 milliards de dollars il y a seulement un an. Le CBO prévoit que les paiements nets d'intérêt pourraient atteindre 2100 milliards de dollars d'ici 2036. Réfléchissez à ce que cela signifie. Le gouvernement fédéral n'emprunte pas simplement de l'argent pour financer des programmes. Il doit de plus en plus dépenser des sommes énormes uniquement pour payer les intérêts sur l'argent qu'il a emprunté par le passé. Et il y a aussi un cercle vicieux très dangereux. Le gouvernement est en déficit. Il emprunte davantage. Cela augmente la dette. Or, bien sûr, la dette génère des coûts d'intérêt. Ces coûts d'intérêt creusent donc le déficit et l'État doit alors emprunter encore davantage pour couvrir ce déficit. C'est donc un cycle qu'il devient de plus en plus difficile d'arrêter si la croissance économique ne suit pas le rythme. Et maintenant, le marché obligataire entre lui aussi en jeu. Ces derniers jours, les rendements des bons du Trésor à long terme ont fortement grimpé. Le rendement du bon du Trésor à 30 ans a dépassé les 5,3%, atteignant son plus haut niveau depuis environ 2 décennies. Celui à 10 ans s'est approché de 4,7%, un nouveau sommet. Alors, pourquoi est-ce important, me direz-vous? C'est important parce que les États-Unis doivent continuellement refinancer leurs dettes arrivant à échéance. L'État ne peut pas fonctionner sans refinancer l'ancienne dette par de la nouvelle dette. Donc si toute la dette a été émise à des taux d'intérêt relativement bas, puis qu'elle est remplacée par de nouvelles dettes assorties de rendements bien plus élevés, la facture d'intérêt de l'État augmente progressivement. Et plus les taux d'intérêt élevés restent hauts longtemps, plus la dette est refinancée à ces taux plus élevés. Au final, l'État doit donc payer davantage d'intérêts sur une longue période. C'est pour cela que le marché obligataire compte autant. Aujourd'hui, la Réserve fédérale contrôle les taux d'intérêt à court terme, comme je l'ai mentionné dans ma précédente vidéo. Mais le marché exerce une influence considérable sur le coût des emprunts à long terme. Et les investisseurs exigent désormais un rendement élevé pour détenir de la dette à long terme du gouvernement américain.
Cela crée un problème majeur pour Washington, parce que le gouvernement doit vendre d'énormes quantités de titres du Trésor. Et plus le rendement exigé par les investisseurs est élevé, plus cet emprunt devient coûteux. Eh bien, Scott Bessent a fait une intervention remarquable. Après la vente massive sur le marché obligataire, le Trésor a annoncé qu'il doublerait ses achats de titres du Trésor à plus longue échéance, portant les rachats à au moins 4 milliards de dollars par opération. L'idée de base est très simple. Le Trésor achète des obligations, la demande augmente, les prix des obligations montent, et qu'arrive-t-il au rendement? Cela pourrait contribuer à réduire la pression sur les coûts d'emprunt à long terme. Eh bien, au départ, la stratégie a effectivement marché. Elle a marché pendant ces 7 heures. Mais ensuite, quelque chose de très révélateur s'est produit. Les rendements sont repartis à la hausse. Si cette stratégie ne fonctionne que pendant quelques heures, vous savez que la situation est vraiment mauvaise. Le rendement des bons du Trésor à 10 ans est donc rapidement remonté vers 4,7%, tandis que celui à 30 ans est revenu autour de 5,24%. Autrement dit, le marché a accordé à Bessent une victoire temporaire, puis l'a largement effacée. Il a dit à Bessent que cela ne fonctionne pas, que ça ne fonctionnera pas. Bessent a donc déjà suggéré que le Trésor pourrait augmenter les rachats au-delà de 4 milliards de dollars par opération. Mais c'est là que se trouve le problème fondamental. Les rachats de titres par le Trésor ne font pas disparaître la dette américaine. Ils n'éliminent pas le déficit fédéral, ils n'éliminent pas l'inflation, aussi surprenant que cela puisse paraître, et ils n'éliminent pas les énormes besoins de financement du gouvernement. En réalité, le Trésor rachète simultanément certaines obligations à long terme, tout en continuant d'émettre d'énormes quantités de nouvelles dettes. C'est pourquoi certains analystes et experts ont décrit cette intervention comme un traitement des symptômes plutôt que de la maladie sous-jacente. Le Conseil des relations étrangères a averti que les tentatives visant à faire baisser les rendements des obligations d'État ont peu de chances de durer sans changement plus large des politiques publiques. Et cela nous amène à la question la plus importante que je vais aborder dans cette vidéo. La question c'est, comment les États-Unis vont-ils, au final, assurer le service d'une dette de 40 000 milliards de dollars? Comment vont-ils faire? Comment peuvent-ils le faire? Il existe essentiellement plusieurs possibilités, bien sûr, mais aucune n'est populaire. Le gouvernement peut augmenter les impôts, mais ça, évidemment, c'est un suicide politique. Il peut réduire les dépenses, mais là encore, c'est un suicide politique. Parce qu'on ne peut pas réduire les dépenses de Medicare, et les responsables politiques ne vont pas le faire. Le gouvernement peut faire croître l'économie plus vite que la dette, mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Il peut tolérer une inflation plus élevée, ce qui réduit la valeur réelle de la dette existante. Sinon, il peut aussi refinancer la dette indéfiniment. Ou alors, elle peut combiner les approches d'un État efficacement, dans une certaine mesure. Mais aucune de ces solutions que je viens d'évoquer n'est indolore. Des impôts plus élevés peuvent réduire l'investissement et la consommation du secteur privé. Des coupes dans les dépenses peuvent être politiquement explosives. Personne ne va le faire, surtout pas maintenant. Nous sommes très proches des élections de mi-mandat et l'administration Trump fait face à une situation très difficile en raison des taux d'approbation de Trump. Comme beaucoup d'entre vous le savent sûrement déjà, l'inflation, bien sûr, érode le pouvoir d'achat et peut entraîner une hausse des taux d'intérêt. Et compter uniquement sur la croissance économique devient de plus en plus difficile. C'est très naïf. Lorsque les coûts des intérêts absorbent eux-mêmes une part plus importante des ressources fédérales.
D'ailleurs, le CBO prévoit que la dette détenue par le public passera d'environ 100% du PIB en 2026 à environ 120% d'ici 2036, selon la législation actuelle. Et il y a aussi un autre problème dont j'aimerais parler brièvement aujourd'hui. La hausse des rendements des bons du Trésor n'affecte pas seulement le gouvernement. Elle affecte tout le monde. Elle nous affecte, vous comme moi. Elle affecte les taux des prêts immobiliers. Ces taux augmentent. Emprunter devient plus cher pour les entreprises, ce qui signifie qu'elles pourraient ne pas être en mesure d'accorder des augmentations de salaire. Elles devraient réduire leurs dépenses. Elles voudraient diminuer leurs coûts opérationnels pour pouvoir faire face au coût de l'emprunt et à l'inflation. Les entreprises sont elles aussi confrontées à des coûts de financement plus élevés. Les emprunteurs de crédit privé payent davantage. L'immobilier commercial devient plus difficile à financer. Et des rendements obligataires plus élevés peuvent exercer une pression à la baisse sur les valorisations boursières parce que les investisseurs peuvent gagner davantage avec une dette publique relativement sûre. C'est évidemment particulièrement important pour le secteur technologique où les investisseurs ont attribué des valorisations énormes aux bénéfices futurs. Si le taux sans risque augmente fortement, la valeur actuelle de ces bénéfices futurs diminue. Donc là encore, cela pose un problème considérable à l'avenir. Le marché obligataire peut donc finir par devenir un problème pour le marché boursier aussi. Et c'est pour cela que la récente intervention du Trésor est si importante. Washington découvre qu'il peut influencer le marché obligataire, certes, mais qu'il ne peut pas simplement lui donner des ordres. Et, au bout du compte, ce sont les investisseurs qui décident des rendements qu'ils exigent. Ce sont les investisseurs qui en décident. Bessin n'a pas le pouvoir d'en décider. Et si les investisseurs estiment que la trajectoire de la dette américaine devient moins soutenable, ils peuvent exiger des rendements plus élevés, et ils le feront. Cela crée évidemment le problème même que Washington cherche à éviter. Des rendements plus élevés, ce sont des coûts d'intérêt plus élevés. Des coûts d'intérêt plus élevés, ce sont des déficits plus importants. Et des déficits plus importants entraînent davantage d'emprunts. Et bien sûr, davantage d'emprunts, comme vous le savez sans doute désormais, peut exiger des rendements encore plus élevés. C'est donc cette spirale de la dette que les investisseurs surveillent en ce moment. Les États-Unis ne sont absolument pas confrontés à un défaut imminent, probablement à ce stade. Le dollar reste la principale monnaie de réserve mondiale, même si, bien sûr, sa part diminue. Et les titres du Trésor restent parmi les actifs financiers les plus importants au monde. Mais le cap des 40 000 milliards de dollars est un signal d'alarme. La marge d'erreur devient vraiment très faible. La vraie question n'est pas de savoir si l'Amérique peut supporter 40 000 milliards de dollars de dette. La vraie question, selon moi, est la suivante. Les États-Unis peuvent-ils continuer à ajouter des milliers de milliards de dollars de dette tout en gardant sous contrôle le coût des intérêts, l'inflation et les taux d'emprunt? Je pense que la réponse à cette question devient de plus en plus évidente. Car si le marché obligataire décide que la réponse est non, Washington pourrait découvrir que la force la plus puissante de la politique budgétaire américaine, ce n'est ni le Congrès, ni la Maison-Blanche, ni même la Réserve fédérale. C'est le marché lui-même. Et en ce moment, le marché obligataire envoie un message très clair à l'administration Trump. Ce message, c'est que le problème de la dette américaine ne concerne plus seulement le montant que le gouvernement doit. Il concerne aussi le coût qu'il faudra supporter pour continuer à emprunter. J'espère que cette brève mise à jour, cette courte explication vous a plu et que vous l'avez trouvée intéressante et utile. Si ce type de contenu vous plaît, si vous souhaitez en apprendre davantage, pensez à vous abonner sur YouTube. Suivez-moi sur Substack et Patreon pour plus de contenu
et pour avoir l'occasion d'échanger. Il y a aussi un chat réservé aux abonnés. Vous êtes les bienvenus. Je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous retrouve ici demain. Prenez soin de vous.